Notre invité est Cheikh Mbow, c'est le coordonnateur national de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Monsieur Mbow, bonsoir. Bonsoir Naté. Voilà, nous sommes au terme de l'année scolaire, les examens viennent de prendre fin. Quelle est l'appréciation qu'on peut faire au vu des résultats obtenus? Oui, il faut dire que nous avons vécu une année scolaire assez particulière, mais qui a trop ressemblé aux années précédentes. De par les perturbations que nous avons vécues, de par la demande syndicale qui disait non-respect des accords, de par le stress des apprenants et autres parents, mais aussi la démotivation des enseignants et des élèves. Malgré tout, nous avons constaté un léger bond autour des résultats scolaires. Mais je voudrais d'abord signaler que les résultats restent encore passables, voire médiocres. Quand on est entre 30 et 40%, quand on n'arrive pas à franchir les 50%, nous avons toutes les raisons d'être inquiets et de ne pas trop jubiler. 37% au baccalauréat et 49,62% au BFM, pas du tout satisfaisant. Oui, ce n'est pas satisfaisant pour un pays en construction. Vous savez, les normes sur le plan pédagogique voudraient au moins que 80% des apprentissages soient maîtrisés par 80% des apprenants. Donc tant que nous n'en arrivons pas à des résultats qui tournent autour de ce taux, nous devons effectivement avoir un sentiment d'insatisfaction et redoubler d'efforts. Vous allez dans des pays développés qui ont fini d'avoir des ressources humaines en quantité, qui continuent à, en tout cas, sortir dans la rue quand ils ont moins de 80%. Donc, dans notre pays, nous devons considérer que les résultats qu'il nous faut pour un pays en développement, c'est justement d'aller au-delà de ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, c'est ça qui fait que nous sommes tout à fait inquiets et nous demandons à ce que tous les acteurs puissent redoubler encore d'efforts. Maintenant, il est important de saluer le petit bond qui a été noté cette année. Et ça, pour le faire, nous devons nous féliciter des enseignants. Parce que si nous avons fait des résultats, moi je ne cesse de dire que les résultats se font dans et autour des classes, ce n'est pas au niveau central. Donc c'est parce qu'il y a eu des enseignants qui ont fait preuve de générosité, d'engagement militant, de patriotisme et qui nous a valu effectivement ces résultats. Il faut saluer aussi les autres acteurs tels que la société civile que nous sommes, où nous avons joué notre rôle en termes d'alerte et de veille, parce qu'il faut alerter. Nous avons travaillé à ce que la question de l'éducation soit un débat public. Et donc ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel. Vous vous rappelez de l'initiative citoyenne prise autour de Obitei Yangatei, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, que presque toutes les années sont perturbées en milieu d'année scolaire, il nous faut travailler à ce que l'année puisse bien démarrer. Initiative qui n'a pas connu grand succès. Oui, parce que c'est un processus. Mais je dis, des acteurs ambitieux. Un système ambitieux devrait avoir pour vision de démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée. C'est ça la vision. Et je pense que chaque année, nous sentons qu'il y a un nombre d'écoles important qui soit enrôlées. Il y a des acteurs qui sont déterminés. Moi, j'en reçois des emails, des SMS pour nous dire nous sommes prêts à. Donc, nous avons senti un engagement. Maintenant, nous disons qu'il faudrait continuer à faire en sorte que l'ouverture des classes coïncide, en tout cas rime avec le démarrage effectif des cours, mais aussi qu'on ait le temps qu'il faut durant l'année scolaire. Donc c'est deux enjeux en même temps. Démarrer à temps, mais aussi donner du temps durant toute l'année scolaire. Donc ça pour nous c'est important. Le respect du quantum horaire. Du quantum horaire, parce que nous le savons, si pour construire n'importe quelle chose, il y a un temps d'apprentissage qui est exigé. Revenons aux résultats. 37% pour le baccalauréat, 49,62% pour le BFM. Des résultats que vous jugez insatisfaisants, mais au vu de ce qui s'est passé durant l'année scolaire, pouvait-on s'attendre à de meilleurs résultats? Non, pas du tout alors. Nous, on pensait d'ailleurs que ces résultats seraient encore pires. Donc, parce que dans les grandes villes, nous avons senti qu'il y a eu des perturbations majeures qui ont eu lieu. Donc, de ce point de vue, évidemment qu'on ne s'attendait pas à avoir mieux que cela. On se disait qu'on serait autour des mêmes taux. Ce qui est le cas d'ailleurs, 37-49%, c'est autour de ces taux. Donc aujourd'hui, ce qui est important, comme nous l'avons signalé, c'est de considérer que ce pays en développement a besoin de démocratiser la qualité de l'éducation. Démocratiser la qualité, ce n'est pas opter pour l'élitisme, ce n'est pas avoir juste 2 ou 3 enfants qui passent, qui soient des meilleurs, mais opter, oui, pour l'excellence, mais opter aussi pour que la qualité signifie la réussite de tous. Et ça, pour le faire, il nous faut agir sur plusieurs intrants, sur plusieurs déterminants. Nous devons avoir des conditions, un environnement qui soit propice. Si vous avez encore des écoles qui sont sous abri provisoire, vous avez des écoles qui ne sont pas sécurisées, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de toilettes, ou des classes à 100 élèves, 80, vous ne pouvez pas faire de résultats.
Faire des résultats, c'est agir sur le déterminant enseignant. Il faut avoir des enseignants qui soient qualifiés, motivés, des enseignants qui soient formés, bien formés. C'est ça qui nous permet de faire des résultats. Mais aussi qu'il y ait moins de grèves. Oui, évidemment. Ça aussi, c'est un autre facteur. Mais ce que je ne voudrais pas dans l'analyse de ces résultats, c'est qu'on puisse nous focaliser seulement sur un seul facteur. Le facteur temps d'apprentissage est important, il est déterminant. Il faut avoir un temps d'apprentissage conséquent, suffisant pour faire des résultats. Mais il n'est pas le seul facteur. Il y a le facteur, je l'ai dit, environnement. Il y a le facteur même système d'évaluation, système de guidance scolaire. Des élèves qui ont échoué au baccalauréat, ça veut dire les 50 et quelques %. Peut-être que s'ils avaient été bien guidés, bien orientés, ils auraient réussi ailleurs. Peut-être qu'on ne les a pas mis dans la place qu'il fallait. Donc de ce point de vue, il nous faut interroger plusieurs déterminants, plusieurs intrants et agir en même temps sur l'ensemble de ces déterminants. Revoir le système en général. Revoir le système en général, revoir son pilotage, son management, faire en sorte que chaque acteur puisse être valorisé. Qu'on se dise que si nous avons obtenu des résultats, ce n'est pas du fait d'un seul acteur. C'est parce que c'est des actions combinées, des actions complémentaires, des actions solidaires qui nous ont valu ce bon. Donc il faut qu'on soit à l'écoute de tous les acteurs, qu'on soit à l'écoute de toutes les initiatives, qu'on soutienne toutes les initiatives. Et donc ça, si nous le faisons, évidemment que l'éducation deviendra l'affaire de tous et par conséquent, parents d'élèves, société civile, vous de la presse, gouvernement, syndicats, tous vont effectivement contribuer à ce que la qualité puisse être de mise et une réalité. Tout à l'heure, vous avez parlé de 40%, voire 37%, comparé au niveau international. Avec ces standards internationaux, est-ce que ces résultats-là ne pourraient pas dans l'avenir porter préjudice si toutefois ils tentent d'aller à l'extérieur? Oui, je dis, si nous continuons ainsi, ça va porter déjà préjudice aux apprenants, mais aussi au Sénégal. Parce que chaque fois que vous avez 37%, moi je pense aux 53% qui sont laissés en rade. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont à la merci de n'importe quelle chose là. Donc ils peuvent demain être nuisibles même à la société. Donc il est essentiel que l'on puisse repenser cette question de l'échec scolaire. On ne peut pas, il nous faut aller vers une école de la réussite. C'est ça qui peut garantir. Vous avez entendu parler tout ce qui est lié au terrorisme, tout ce qui est lié aux problèmes de civisme, etc. Tout ce qui est lié aux questions de santé ou d'environnement. C'est fondamentalement lié au niveau d'éducation d'un pays. Donc il nous faut aujourd'hui comprendre que l'éducation devrait constituer ce levier de développement, donc cette usine, ce facteur-là qui permettent de résoudre les autres questions de développement. Et donc de ce point de vue, si nous avons des échecs importants, évidemment que ça va porter préjudice les enseignants en termes d'image, mais ça porte préjudice aussi au pays parce que nous allons avoir des enfants, des jeunes qui vont être formés à mi-chemin et qui pourraient devenir une bombe sociale. Donc c'est de ce point de vue-là que c'est dangereux que de ne pas entendre. Mais ensuite, nous sommes un pays, on dit émergent, ou en tout cas qui aspire à cette émergence-là, qui aspire à être demain un pays développé. Mais ça, pour développer ce pays, il faut construire, il faut bâtir des hommes et des femmes qui soient capables de porter justement ce développement du pays. Et donc de ce point de vue, si nous continuons à travailler dans ces échecs cumulés, évidemment que demain, ça va porter préjudice à la société de manière générale, à chaque individu. Les questions de chômage dont on parle aujourd'hui, les questions d'insertion, d'adéquation entre l'éducation et l'emploi, mais entre l'éducation et la vie aussi. C'est des questions qui sont posées et qui sont relatives effectivement à ces échecs. Donc, nous devons tous nous dire qu'il y a eu certes un petit bond qui a été fait, mais l'essentiel, c'est que nous n'avons pas le droit d'être dans des conditions où le maximum, la majorité des enfants ne passent pas. On n'arrive pas à être au cap des 50%. Cela est dangereux, cela est aussi inquiétant. Parlons des résultats du BFM. Dakar comparé aux autres régions, bon dernier. Qu'est-ce qui explique ce fait? Écoutez, moi je n'ai pas tous les résultats. Il faut dans tous les cas considérer qu'il nous faut aller systématiquement vers la culture de l'évaluation. Il nous faut évaluer les résultats de cette année. Les évaluer de manière inclusive, participative, où tout le monde est là. Chacun ne sera pas là pour se justifier ou pour se glorifier de tels résultats ou pour se donner une certaine importance, mais chacun sera là pour voir quelle est sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc il faut évaluer, avoir cette culture de l'évaluation, mais évaluer de manière aussi désagrégée. C'est ça qui te permettra de voir quel est le comportement des régions, analyser le comportement de chaque région, mais aussi analyser le comportement même en termes genre, en termes monde rural, monde urbain, etc. Donc il nous faut retourner, avoir cette culture systématique d'évaluation. Aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe à Dakar, en tout cas de par les informations que nous
avons reçus, qui semblent confirmer que Dakar est bon dernier, cela pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs, parmi lesquels la particularité de Dakar, c'est la capitale, qui regorge de ressources humaines assez importantes. L'aspect nombre. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais aussi, Dakar, c'est la pollution, y compris la pollution humaine. C'est là où il y a, en tout cas, chaque fois qu'il y a des querelles politiciennes, c'est Dakar qui les vit. Chaque fois qu'il y a des manifestations qui perturbent les enfants, qui les sortent des classes, c'est Dakar qui les vit. Donc Dakar est particulier. Par conséquent, il faut des stratégies particulières à l'endroit de cette région particulière. Ça, si nous ne le faisons pas, évidemment que Dakar pourrait être dans des extrêmes soit positifs ou extrêmes négatifs. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental d'analyser. C'est pourquoi nous avons toujours suggéré qu'il nous faut aller dans le sens de décentraliser véritablement l'éducation. Faire en sorte de donner du pouvoir au niveau local. Si aujourd'hui, toutes les régions avaient un pouvoir important, cela leur permettrait de prendre en charge leurs préoccupations, de ne pas forcément ouvrir en même temps. Ici, il pleut, là, il ne pleut pas. De ne pas avoir forcément les mêmes fêtes. Parce que là-bas, c'est une majorité mourite, là, c'est une majorité, etc., etc. Donc, si nous donnons du pouvoir en termes de ressources à allouer, en termes d'orientation aux différentes régions, aux différentes localités, nous pouvons travailler à la carte. Matam, par exemple, qui est sorti premier de ces examens-là, si tous ces paramètres-là étaient réunis au niveau de cette région, on pouvait s'attendre à beaucoup plus. Évidemment, parce que vous savez, Matam déjà, ce qui fait le charme de ces résultats à Matam, c'est que Matam vit une instabilité en termes de personnel enseignant qui est très très inquiétante. C'est là où vous avez de jeunes enseignants qui viennent de sortir, mais qui quittent très tôt la région. Donc ils n'ont pas le temps de marquer leur existence ou de donner leur expérience et leur capacité à la région. Donc cette région-là, qui est marquée par cette instabilité du personnel enseignant, quand elle fait un bond de ce genre et soit premier, c'est une région à féliciter. Non seulement à féliciter, mais il faut qu'on ait la culture de la capitalisation. Il faut apprendre de Matam. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Qu'est-ce qui a permis à Matam de faire ce bond? Il faut qu'on ait cette culture de la capitalisation pour voir là où nous avons des réussites, qu'est-ce qui pourrait les expliquer, quels sont les facteurs qui ont joué pour que ce résultat puisse avoir et qu'on puisse en apprendre quelque chose. Mais aussi voir là où il y a des échecs, qu'on puisse analyser quels ont été les facteurs qui ont déterminé par rapport à cet échec-là. Donc, c'est ça qui pourrait nous permettre de gagner du temps. Au regard de ces résultats et de l'année scolaire qui vient de s'achever, quelles doivent être les perspectives pour une année scolaire apaisée, sans perturbation? Nous pensons que la perspective immédiate, c'est qu'il nous faut profiter de cette opportunité qu'offrent les vacances scolaires. Nous sommes encore à 2 mois de la rentrée scolaire. Nous demandons aux leaders, gouvernementaux comme syndicaux, de s'asseoir, de discuter et de faire avancer le système. Mais aussi, nous demandons à ce qu'on puisse parachever les accords qui ont été signés entre syndicats et enseignants. Mais cette fois-ci, sans qu'on ait besoin d'une quelconque médiation. Parce que ces accords sont connus et signés. Ça, pour nous, c'est une perspective immédiate qui est là. L'autre élément de perspective, c'est lié à la réflexion qui nous a mobilisés autour des assises nationales de l'éducation et de la formation. Je sais que vos auditeurs vont dire que CIDEP, ils tiennent trop à ces assises nationales. Oui, nous y tenons. Nous y tenons parce que simplement, nous avons investi plus de 500 millions de nos francs. Nous avons mobilisé près de 2000 personnalités dans ce pays. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements. Et on a pu bâtir, construire des outils, des instruments qui font que nous n'avons pas du tout de raison de ne pas, en tout cas, faire face aux défis de l'éducation. Les réponses sont là. D'aller résolument vers la mise en place d'un comité multi-acteurs. Mais nous pensons qu'il faut que le processus ressemble à celui que nous avons mobilisé autour des assises, ça veut dire un processus participatif et inclusif. L'autre perspective, c'est de renouer la confiance, revaloriser la fonction enseignante, travailler à ce que les élections de représentativité qui nous permettent d'avoir une meilleure lisibilité du champ syndical puissent enfin se tenir comme promis au mois d'octobre. Nous pensons qu'il nous faut avoir un gouvernement qui décide de faire de l'éducation une surpriorité. La question des abris provisoires permanents, ça pose problème. Donc aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'un gouvernement qui est décidé à remplacer ces abris en a les possibilités en une seule année. Donc il faudrait que définitivement qu'on puisse résoudre cette question-là. Et enfin, nous pensons qu'il faut aussi repenser la problématique du curriculum. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? C'est important. On ne peut pas continuer à faire valoir ce que nous appelons nous l'encyclopédisme, où on bourre nos enfants. Il nous faut réfléchir sur cette problématique du curriculum, du programme, réfléchir sur la problématique de l'évaluation, réfléchir sur la problématique de l'orientation de la guidance scolaire, mais réfléchir aussi sur la problématique de la mobilisation citoyenne. Avoir des citoyens qui comprennent enfin que l'éducation, ils en sont les contribuables à 85%.
Donc les acteurs nationaux, les partenaires nationaux sont hyper importants. Il faudrait que cela puisse apparaître dans tout ce que nous faisons. Cheikh Mbow, la RFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique. Je vous remercie. Anna Rocha, la parole est à vous.